Salut à tous et bienvenue dans ce 96e live sur MX Réflexion. Toujours confiné, toujours chez nous, mais pas de risque avec ce bon vieux logiciel Skype et Facebook. On est tous parés à affronter le coronavirus, en tout cas à pas se contaminer. Pour ma part, grande forme, hein, toujours autant de boulot du côté de MX Réflexion. Et ça me fait plaisir de retrouver un invité de marque qui, pour moi, est pas trop impacté par le coronavirus, sachant que la saison est déjà derrière lui. Et un autre qui va préparer la même saison l'année prochaine, j'en suis sûr. C'est Blaise Abadi, le roi du sable. Comment ça va? Ça va très très bien. Non, je pense qu'on va être obligé de passer par la case sable ce soir, tellement qu'on va en avoir plein les narines. Mais bon, voilà, on va passer un bon moment à parler de moto, à parler d'autre chose que de coronavirus, même si tu nous as lancé sur le sujet, Nico. Avant d'aller plus loin et de raconter ma vie comme d'habitude, je te laisse présenter notre invité. Et ouais, avec nous ce soir, quatrième du Touquet cette année, je suis persuadé, mais il va nous en parler beaucoup du Touquet, que c'était pas la place qu'il souhaitait, c'était pas la place qu'il visait. L'année dernière, il est passé très très près de la victoire encore une fois, et là aussi, je pense qu'on va en parler. Troisième du championnat de France des sables, il a été champion de France des sables en 2016. C'est Camille Chapelière. Comment ça va, Camille? Eh bien, salut, écoutez, ça va, on fait passer le temps, on fait ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Après, comme j'ai pu déjà le dire, ça permet de revenir un peu aux sources, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On prépare un peu la reprise aussi, ça permet de se reconcentrer un peu sur soi. Et puis voilà, écoute, la forme, je suis content, je vais bien, la famille va bien, donc voilà, on fait aller. Physiquement, tu continues à t'entretenir quand même, j'imagine, mais comment ça se passe? Écoute, physiquement, j'essaye de continuer à avoir une rigueur, à préparer mes semaines à l'avance pour savoir un peu ce que je vais faire physiquement. Et donc voilà, maintenant, moi je t'avoue que ça y est, cet après-midi, j'ai pété les plombs sur le home trainer parce que bah voilà, tu pédales sur place. Alors les séries, ça va bien 5 minutes, mais bon, écoute, non, on essaye de varier, on s'entraîne. Moi, je suis pas dans ma pleine saison, on va dire, donc j'ai un peu moins de pression. Et puis voilà, on essaye d'être le plus professionnel possible. Et j'ai discuté avec pas mal de sportifs d'autres sports que le motocross, et ils me disent eux qu'ils ont beaucoup de mal à s'entraîner, dans le sens où ils n'ont pas l'objectif de... en motocross, ça peut être la première course, dans d'autres sports, c'est la première épreuve. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là de ne pas avoir une deadline, tu vois, une date précise à laquelle tu dois être prêt, et du coup, ça soit un peu plus compliqué de s'entraîner? Ouais. Écoute, c'est vrai que c'est compliqué de s'entraîner quand on n'a pas de but. Maintenant, je pense que, tu vois, cette période de confinement, faut s'en servir. Faut s'en servir et les mecs qui seront les plus malins et qui auront travaillé correctement, c'est ceux qui en chieront le moins à la reprise. Moi, c'est clair que j'ai pas de course enfin, si j'avais des courses de prévues très prochainement. Maintenant, au niveau du planning, tout est incertain. Donc voilà, mais après c'est pas le bail non plus, quoi. C'est faire du sport, c'est mon métier. Je vais pas me plaindre enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que je suis en bonne santé. Il y a pire que moi, donc voilà. Écoute, c'est vrai que c'est compliqué de s'entraîner quand tu sais pas trop où tu vas. Mais après, tenir un rythme et puis s'entraîner, enfin, ça fait partie du taf. C'est une phase qui est un peu chiante à passer, mais faut faire avec. Et puis voilà. De toute façon, on est tous logés à la même enseigne, hein, donc voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Tu disais que, dans l'intro, je disais que bon, la saison elle était derrière toi, que probablement tu n'étais pas trop impacté. Là, tu viens de dire que tu avais quand même des courses de prévues qui seront repoussées ou pas. C'était quoi? Qu'est-ce que tu comptais faire cette saison? Écoute, en fait, ça fait un petit moment que j'ai envie de partir en rallye. Ça s'est pas fait avant, c'est peut-être pas plus mal parce que j'étais un poil jeune. Tu sais, au début, le rallye, ça te fait rêver, tout le monde roule vite, ok, c'est cool, mais si tu prends pas conscience du côté danger, c'est de l'inconscience de partir là-dedans. Maintenant, j'ai 25 ans, je pense que c'est le bon moment d'y aller parce que je veux me laisser le temps d'apprendre. Si tu veux, je veux me laisser au moins 2 ans pour faire des courses correctes, pour pas faire d'erreurs, pour pas prendre trop de risques d'un coup et monter en l'air. C'est pas le but. Je veux vraiment miser sur la durée. Donc je veux me laisser au moins 2 ans pour engranger le plus possible d'expérience et pour pouvoir jouer devant par la suite. Donc voilà, j'ai pas envie d'arriver à la trentaine, me dire allez c'est bon je pars en rallye, qu'on me mette la pression pour faire des résultats directs parce que même perso me mettre la pression parce que je sais que j'ai plus 10 ans.
devant moi. Donc voilà, c'est une décision que j'ai prise. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui me donnent l'opportunité d'avoir une moto, une équipe, une assistance, tout ce qu'il faut pour rouler. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'il y avait des courses qui arrivaient, tout est décalé. De ce que j'entends, de ce que je vois, ça devrait sûrement reprendre en septembre, donc c'est un peu loin. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour le moment, mais écoute, entre guillemets, les objectifs sont toujours là, donc c'est ce qui est cool, quoi. C'est intéressant que tu parles de rallye, pardon, là je te coupe, Vas-y. mais ouais, c'est intéressant les rallyes parce que souvent on en parle dans ce live, ça divise en fait. Quand on en parle à nos invités, à nos pilotes, il y en a, c'est pas du tout, ils trouvent ça trop dangereux. D'autres, ils sont à fond dedans, un petit peu comme tu sembles l'être toi maintenant. Est-ce que tu penses avoir le bon package pour réussir en rallye? Écoute, je suis de tempérament, enfin, je suis Gémeaux, alors je suis calme mais pas du tout à la fois. Mais ce qui se passe, c'est que j'adore rouler vite. Ça, tu vois, si tu veux rouler, j'ai fait des semaines d'entraînement déjà et compagnie. Pour moi, rouler à 120, 130 km/h, c'est pas quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose que j'aime. Je prends plaisir à rouler vite. Enfin, si ça défile pas sur les côtés, c'est que c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il n'y a pas que ça. Le rallye, c'est aussi improviser. C'est aussi le roadbook, c'est la lecture de piste, c'est énormément de choses. Et si tu veux, le problème, c'est que bien souvent, de ce qu'il en ressort du rallye, c'est que ça va vite, il y a des accidents et des fois des accidents graves. Et c'est pas que ça finalement. Il y a beaucoup de belles choses. Alors certes, j'ai pas encore roulé dans les déserts, certes, j'ai pas fait une course encore, mais des heures d'entraînement que j'ai fait en rallye, moi ce qui en ressort, c'est que je me régale à naviguer, voir du paysage, j'aime ça, être sur la moto, j'aime ça, et rouler vite, j'aime ça. Donc à partir de ce moment-là, ce qui me reste à faire, c'est faire des courses, passer des journées sur la moto, parce qu'entre faire une semaine de prépa et passer 15 jours dans le désert au milieu des dunes, je peux te dire que le choc, ça va être, ça va être quelque chose. Mais voilà, je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des courses. Et donc du coup, j'avais tellement hâte d'être à ma première épreuve là. Qui est décalé du coup, mais bon, c'est que partie remise. Ça me laisse plus de temps pour me préparer aussi, donc quelque part c'est pas si mal. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas un pilote type pour faire du rallye. Enfin, tu vois, dans ceux qui ont été bons, il n'y a pas un mec qui a fait du rallye depuis tout petit. Il y en a qui ont commencé par le motocross, il y en a qui ont commencé par le sable, il y en a, ils sont venus comme ça parce qu'ils ont fait leur première course en amateur, puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils roulaient vite, puis ils sont passés dans des teams officiels. Enfin, je pense pas qu'il y ait de pilote type, c'est soit t'accroches, soit t'accroches pas, et voilà quoi. Et comment ça se passe? Comment t'es passé en fait de pilote des sables, donc déjà de pilote de terre, parce que si je me trompe pas, au début tu roulais sur la terre. On le voit, ouais. On l'a vu avec Olivier Nittard qui nous dit que tu faisais des stages chez lui à 10 ans et qu'il n'avait pas du tout prévu l'option sable. Comment déjà t'es passé toi de la terre à quasiment, allez on va dire 90% sable? Mais écoute, tu vois, j'étais pas du tout parti dans l'optique de faire du sable. Moi, je m'en rappelle les premiers stages que je faisais chez Olivier. J'étais tout gamin. Olivier, il nous racontait, tu sais, on arrivait, il nous racontait ses histoires avec ses os cassés et tout. Genre, on était là, c'est une star et tout, c'était trop cool. Et genre, c'était, c'est que des bons souvenirs. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était Fred Vial qui nous faisait les stages, c'était Tony Béguet, c'était que des mecs comme ça. Donc, j'étais jeune, c'était des mecs qui roulaient grave en cross. Et voilà, moi, ma carrière, c'était genre, j'allais faire championnat du monde, j'allais être champion du monde et j'allais partir aux US, tu vois, un peu comme tous les jeunes. Et puis bon, je me suis vite rendu compte que ça allait pas trop se passer comme ça parce que j'avais un bon niveau dans la terre. J'ai eu un titre de champion de France en 85, je bataillais devant aux juniors et tout. J'ai fait des top 10 à l'Europe en 2,5 tout. Mais il manquait quelque chose. Et tu sais, tu veux pas trop y croire, mais bon, tu te dis non, c'est bon, je vais réussir. Et finalement, ça se fait pas comme ça, c'est pas si facile que ça. Et puis, il y a un moment, je rentre dans un team pour l'élite. Je bataillais devant à l'élite et il y a le Supercross qui est arrivé. Donc là, je pars m'entraîner en Supercross et tout. Je me rappelle, c'était à la fin les Oliviers. Et en gros, je voulais faire le SX Tour. Et là, j'arrive, ça fait jump on, jump off.
et en fait sur le off j'ai le guide chain qui casse et ça me fait dérailler, je passe par l'avant et là KO complet, poignet, perte de connaissance, tout ce que tu veux. Et il se trouve que quand j'ai pu reprendre la moto, le championnat de Supercross, il restait genre une course ou deux, un truc comme ça, donc le championnat était plié. Et là, moi qui étais de Normandie, j'entends qu'il y a une course à Loon Plage qui se fait, donc du coup, paf, je pars faire cette course à Loon Plage. Et là, je gagne un train de genre improbable. J'avais jamais fait de sable de ma vie. Si, je l'avais fait une fois, parce que j'avais fait une fois du sable parce que j'avais fait la Coupe du Monde Junior et c'était à Eerd aux Pays-Bas avec Erlings, Roxanne, tout ça à l'époque, je me rappelle. Et donc du coup, j'ai fait ma première course de sable comme ça. D'affilée, j'ai gagné 2-3 courses. Après, le problème c'est que j'étais très lourd, enfin j'étais grand et un peu lourd sur la moto, donc j'ai cassé des moteurs, etc. J'ai bataillé pour passer en 2,5, en 4,5 et puis au final ça s'est fait. J'ai fait ma première course en 4,5 à Saint-Léger de Balzon, je me rappelle. Donc là, le petit jeune qui arrive, premier virage, alors je pars devant, je perds l'avant au premier virage, j'emmène tous les mecs avec moi qui jouaient le titre et tout, je t'explique même pas comment ça a gueulé. Donc voilà, chantier. Et puis là, deuxième course en 4,5, on arrive à Graillan. La 4,5 toute d'origine avec petit réservoir et tout. Fallait que je ravitaille tous les 2 tours parce que du coup j'avais un petit réservoir, donc tous les 2 tours je ravitaillais. Et là, toute la course 3, genre j'avais à peine 20 ans. Hein. Toute la course 3e chez les grands. Et genre peut-être dans le dernier tour je passe 4 parce qu'avec le système de ravitaillement, vu que les autres avaient des gros réservoirs, etc., là j'ai dû rentrer peut-être 2 fois de plus ou une fois de plus, je sais plus. Et du coup, je fais 4 pour ma deuxième épreuve en 4,5, puis après, c'était parti, quoi. T'as eu des facilités d'entrée ou tu t'entraînais souvent dans le sable ? Écoute, déjà, je me régalais dans le sable. J'avais un feeling dans le sable que j'avais pas dans la terre. Et puis, il faut dire que j'ai quand même passé 2 hivers en camping-car à Loon Plage, tu vois. Donc, si tu veux, quand tu as 19-20 ans, que tu es tout seul tout un hiver sur le parking à Loon Plage, ça aide. Ça te forme un peu. Ça aide, hein, mais ça te forme aussi, quoi. Tous les jours, tu te lèves, c'est moto. Mais bon, en aucun cas, je regrette. Et puis voilà, mais ouais, des histoires là-bas à une plage, j'en ai plein, si tu veux. Enfin, c'est un truc de ouf. Moi, je me rappelle, tu te lèves le matin, tu as fait une semaine de moto, tu arrives le samedi matin, il y a 300 motos de parking, les mecs qui partent rouler, il fait même pas jour, limite ils roulent à la frontale, toi, t'as qu'une envie, c'est de dormir parce que t'as passé la semaine sur la moto. Et puis au final, t'es reparti rouler, quoi. Genre, tu peux pas dormir. Même des histoires de vol avec des migrants et tout. Genre, je me rappelle, c'était un truc de dingue, quoi. Et je me rappelle un soir, si tu veux, j'étais à Loon Plage toute la semaine et genre là, mes parents me font la surprise, ils viennent me rejoindre pour le week-end. Et du coup, ils arrivent le vendredi soir. Donc le vendredi soir, il y a toujours un peu de camions qui arrivent pour le week-end. Et là, je suis en train de dormir, il est genre 4h du mat et j'entends une voiture passer, genre trop bizarre. Et 2 secondes, enfin peut-être 10 minutes après, j'entends un mec passer en courant. Mais genre, t'entends les traces de pas, j'entends le mec courir et tout. Et genre, juste après, t'entends une moto passer en haut libre. Et en fait, il y a des migrants qui étaient venus ouvrir un camping-car, mais genre 10 mètres à côté du mien. Et ils avaient volé toutes les motos dans le camping-car et tout. Mais genre, tu vois, quand t'es jeune et tout, comme ça, honnêtement, c'est des trucs que tu fais pas trop ton ça te marque. Donc ça, grave. Mais bon, ça fait partie de l'histoire, mais c'est marrant. Il te tarde, Blaise, d'aller t'entraîner à Loon, alors. Ah ouais, me tarde vraiment. On a Jordan Tafnouti qui nous dit tout seul à Loon, reste tranquille quand même. C'est vrai qu'il est venu quelques fois monter avec moi aussi, donc c'est cool. J'ai eu la chance qu'il vienne s'entraîner un peu. Pareil, j'ai des bons souvenirs avec, c'était marrant. Enfin, bref. On a pas mal de commentaires et de questions, on va y revenir après, mais j'ai vu un commentaire un petit peu plus haut de Guillaume Darier qui nous dit que déjà que tu te perds au Touquet, c'est mal engagé pour les rallyes. Guillaume, écoute, en vrai je me perds que le samedi soir, après que le dimanche soir, après le reste du temps en général je me retrouve, ça va. C'est après la course passée, c'est possible que ça m'arrive de me perdre. Toi, si on reparle un peu du Touquet, combien de temps avant l'épreuve, ou plutôt avant la première épreuve du championnat de France des sables, tu attaques ta préparation ? Écoute, cette année, la saison passée, j'ai misé gros, j'ai voulu vraiment reprendre les choses de A à Z, faire une grosse prépa hivernale et j'ai rattaqué en juillet.
j'ai rattaqué tôt. Mais la prépa physique, j'ai vraiment fait un gros bloc de prépa physique pendant tout l'été. Et j'ai rattaqué la moto au fur et à mesure, et vraiment à bloc, on va dire vers septembre, quelque chose comme ça. Mais quand je dis à bloc, c'est que je suis passé genre de 2 fois par semaine à 4 voire 5 fois de la moto par semaine, quoi. Donc ouais, j'essaye vraiment de faire un gros bloc de physique avant le début de saison parce que c'est des courses de 3 heures. Plus ça va, plus il y a du rythme parce que il y a de plus en plus de monde, il y a un bon plateau et donc voilà, faut évoluer avec les années qui passent, quoi. Et le reste de la saison, tu t'entraînes quand même d'habitude sur la terre ou au contraire tu fais une période off sans trop de moto quand même? Ouais, en général, après le Touquet, j'ai 2 courses, j'ai l'Argentine et le Maroc. Bon, cette année, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons, mais en gros, ma saison, elle se termine quand même en mars, je crois, quelque chose comme ça. Donc après, je fais un mois off et puis voilà, je continue à rouler. En fait, j'en profite surtout pour aller rouler avec les potes et prendre du plaisir, etc. Mais cette année, c'est pour ça aussi que j'ai voulu partir en rallye parce que je veux plus passer 5 mois sans faire de moto, sans avoir d'objectif et attendre le sable à tout prix. Et c'est pour ça que je voulais profiter de cette période-là pour rouler, pour me faire de l'expérience et faire des courses, quoi. On avait une question tout à l'heure sur le rallye, le championnat de France des sables. Est-ce que ces deux championnats, est-ce que ces deux disciplines sont compatibles en termes de calendrier? Alors, hors Covid-19, évidemment. En termes de calendrier, non. Non, parce qu'il y a une course qui est en même temps, il me semble qu'il y a une course qui est en même temps que Graillon et Haut-Segor, quelque chose comme ça. Donc c'est pas compatible. Après, je pense que tu peux lier les deux. Je pense que tu peux rester performant sur le championnat de France des sables si tu te mets pas à 100% en rallye. C'est ce que je veux dire. Mais un mec comme VBA l'a démontré, il a fait au début, il a fait du rallye et il a gagné un Touquet, tu vois. Donc je pense pas être manche sur la moto dans le sable. Maintenant, faut que je prenne de l'expérience en rallye et que il y a un moment, si t'es bosseur, t'es bon. Il y en a qui ont été bons, on va dire, dans plusieurs disciplines. Après, je veux pas trop m'éparpiller parce que je pense que c'est la meilleure des choses de faire. C'est la meilleure façon de faire les choses à moitié. Donc c'est pour ça que j'ai prévu de mettre un accent un peu plus aigu sur le rallye cette année, quoi. Et justement, la suite de ta carrière, tu l'envisages comment? Un peu plus concentrer tes efforts sur le rallye et délaisser le sable, faire peut-être de l'enduro, parce qu'on a une question aussi en commentaire sur l'enduro. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, l'enduro, ce que j'ai kiffé en enduro, c'est les liaisons, en fait. Les liaisons, je me régalais avec mes potes. C'était cool. Et non, si tu veux, l'enduro, tu roules contre des mecs qui font ça depuis. Alors, c'est une discipline, vraiment, les mecs qui mettent du gaz, tu vois. Ils sont courageux parce que marcher des bornes et tout, c'est quelque chose. Et si tu veux, je suis arrivé. Alors, je venais de faire mon premier podium au Touquet. Je venais d'être champion de France des sables. Et tu arrives à ton premier enduro. Et là, tu as des mecs qui roulent avec les lunettes en bas, le maillot sorti, tout ce que tu veux, qui te mettent 35 secondes autour. Donc, si tu veux, là, tu te dis, il y a problème. Compliqué. Voilà, mais si tu veux, déjà, c'est pas du tout la même façon de rouler. T'as des mecs, quand ils roulent dans l'herbe, ils se régalent, ils en mettent comme des cochons. Et sincèrement, tu les vois rouler, c'est trop beau. Mais je sais pas comment ils font. Et tout comme eux, ils savent pas comment je fais dans le sable. Et je pense que tu peux pas rivaliser en venant du sable avec des mecs qui font de l'enduro depuis des années. Donc voilà, l'expérience, honnêtement, elle a été cool parce que elle a plus été cool personnellement parce que je me suis rendu compte que ça m'a mis dans des situations où c'était vraiment compliqué. Je me rappelle, j'ai fait le championnat du monde d'enduro en Espagne, mais pendant 48 heures, j'ai cru mourir parce qu'en fait, tu roules dans des falaises, tu as des ravins de chaque côté, tu te dis putain, faut pas que je lâche la moto sur des passages techniques. Puis en fait, tu regardes, même les meilleurs, ils jettent les motos. Et c'est des trucs genre que tu vis pas, t'as pas l'habitude de vivre. Mais je pense qu'en passant par là, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment ce que je faisais, le sable. et que voilà, non, le seul truc qui a été un peu compliqué, c'était d'arriver en enduro et de pas réussir à rouler devant parce que quand tu passes devant dans une discipline et que tu galères dans une autre, c'est compliqué. Par contre, je pense que cette situation m'aidera pour le rallye, pour le changement de discipline. Donc voilà.
Ouais, est-ce que tu serais prêt à faire les efforts que font ces gars-là? C'était quand même un gros bosseur, mais est-ce que, voilà, peut-être que t'as pas la passion pour marcher pendant 3 jours avant le week-end, quoi. Parce que l'enduro, ça prend énormément de temps, et c'est vrai que au niveau professionnel, il passe plus de temps à marcher que sur la moto, limite, quoi. Ouais, mais clairement, ouais, déjà, il y a ça. Mais en soi, c'est même pas le fait de marcher. Non, c'est que tu as un feeling, tu vois. Je pense que tu as un feeling. Et des mecs comme Méo qui ont mis du gaz vraiment fort en enduro et qui sont venus dans le sable, je pense que c'est possible. Mais par contre, faire l'inverse, venir du sable et attaquer et mettre du gaz en enduro, je pense quand même que c'est compliqué parce que c'est vraiment pas la même chose. Après, tu vois, c'est clair que marcher des heures, c'est pas un truc qui me plaît. Et puis, il n'y a pas ce feeling que je peux avoir avec la vitesse que je peux retrouver dans le sable ou que je peux retrouver en rallye, quoi. Donc, voilà. On a une question de Fabien qui demande combien de motos tu passes à l'année pour le championnat de France des sables. En général, je pars sur 4 motos. Et puis on fait tourner on essaye d'en garder une. Si tu veux, la moto d'entraînement la moto de course passe moto d'entraînement et on essaye de tourner comme ça. Mais après ça, c'est pas trop moi qui gère, c'est plus le team qui s'occupe de ça. Donc voilà. Mais avant, quand j'étais en privé, c'était comme ça que je fonctionne. T'arrives au Touquet avec une moto neuve quand même? Écoute, non. On fait une course avant. En fait, les moteurs d'usine chez KT, enfin, ils sont faits pour tenir au moins 50 heures sans rien toucher. Donc, si tu veux, on fait une course avant pour le fiabiliser, pour être sûr que ça bouge pas. Et à partir du moment où on est sûr qu'il bouge pas, on attaque le Touquet comme ça, quoi. On a une question de Lorraine qui demande quelle course du championnat de France des sables est la plus dure, selon toi? La plus dure, je pense que c'est Saint-Léger. Saint-Léger de Balzon, si tu veux, tu arrives sur un terrain qui est. Déjà, c'est du sable noir, un peu space, dans une forêt avec des milliers de virages. Ça doit faire 5 ans que je l'ai fait, je me rappelle toujours pas du terrain. Et genre, c'est un labyrinthe, très clairement, c'est un labyrinthe. Ça là te plairait, Blaise, t'imagines même pas. J'y suis allé rouler et c'est depuis ce jour-là que je me suis dégoûté du sable. Je te jure, ça s'est passé un hiver. On s'est dit bon allez, on prépare le championnat de France national, on va aller s'entraîner dans le sable. Je suis arrivé là-bas, il pleuvait partout, donc je commence à faire un tour. Déjà comme tu l'as dit tout à l'heure, premier virage, j'ai perdu l'avant. J'ai dit aïe aïe aïe, là ça va être compliqué l'histoire. Un tour, 20 minutes le tour. J'ai dit bon là très dur. Je m'arrêtais chaque tour quasiment. Alors, compliqué, vraiment compliqué. Là je te comprends quand tu dis ça, c'est dur. Ouais, non, Saint-Léger, c'est vraiment pas fun. Et si tu veux, les courses de sable où il y a des plages, tu peux quand même plus ou moins te reposer sur la grande ligne droite. Là, la plus grande ligne droite, elle doit faire peut-être 100 mètres. Et non, elle n'est pas super plaisant. Après, une chose est sûre, c'est que tu sais que si tu finis et que t'es pas HS là-bas, les autres courses, ça va être de la rigolade, quoi, parce que physiquement, elle est vraiment dure. Et même techniquement, je pense que c'est une des plus dures. C'est tellement de petits lacets, il faut recouper les lignes, il faut se décaler, il faut en créer, il faut se rappeler, il faut se mémoriser. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte sur cette course. Et pour moi, c'est peut-être la plus dure, je pense. Il y a des différences de pilotage entre le sable noir et le sable de plage, le sable jaune? Écoute, non, pas spécialement. Non, la technique, ça reste toujours plus ou moins la même. Maintenant, c'est clair que quand tu vires à Saint-Léger et que tu vires à Osgore, c'est pas la même. Mais c'est plus, on va dire, au niveau de la façon d'accélérer, peut-être la façon de se positionner un peu dans le virage, parce que c'est vrai que Saint-Léger, tu as des virages qui sont durs, donc malgré ce qu'on peut croire dans le sable, il faut quand même venir s'asseoir sur l'avant pour que la moto vire. Tu vois un terrain comme Segor, c'est vraiment mou, c'est le sable le plus mou du terrain de la saison, et du coup ouais, tu vas peut-être t'asseoir un peu plus en arrière, mais le pilotage reste le même. C'est toujours être sur les jambes, les lignes ça reste les mêmes, c'est à celui qui écarte le plus pour garder le plus de vitesse, et voilà, c'est plein de petits détails techniques comme ça, quoi. Bon, on a des fans qui sont contents qu'on parle de sable dans notre live, parce que c'est pas la tasse de thé de Blaise, mais bon là du coup forcément on l'avait annoncé et c'était assez prévisible. Donc ils sont contents.
Tu vois, et t'as Eric Sorby ce qui que dit j'allais que dire. pour lui, le sable, c'est à la playa sur une serviette, hein, pas plus. Pourtant, je peux te dire qu'il en passe du temps dans le sable. Je pense qu'il a jamais passé autant de temps dans le sable que depuis un an ou deux. Il y a 24 là-bas. Et on a une question d'Anthony. Quelles sont les spécificités de la KTM officielle sable? Voilà, peut-être pas, tu vas peut-être pas donner trop de détails là-dessus, mais quelles sont les grandes lignes de la préparation? Bah déjà, c'est la plus rapide. On va commencer par ça. Ensuite, voilà, les spécificités. C'est un peu la même chose que pour tout le monde. On cherche à avoir une moto un peu rallongée pour la stabilité. On a un réservoir de 15 litres. On a une boîte longue. Voilà, écoute. Finalement, on a une moto qui est un petit peu modifiée, mais qui est pas si loin que ça de la moto de série, parce que la KTM elle marche déjà très très bien d'origine. Bon, on a quand même les moteurs d'usine, donc c'est sûr que ça c'est cool parce que honnêtement, avant de casser un moteur d'usine, faut y aller. Mais voilà, la moto elle marche très bien, elle va très vite. On a des fourches de 52, on a un offset au niveau des T qui est un peu plus ouvert, on a quelques petits détails comme ça, mais on va dire que de toute façon, dans les gros teams, on a tous plus ou moins les mêmes trucs. Ouais, justement, Alexis demande ça si tu as le même moteur que Keroli ou Erlings, mais version sable. On a une version, on a une autre version. Il y a eu une évolution encore entre l'année dernière et cette année, donc voilà. Mais en gros, Keroli et Erling sont testés aussi. Hein. C'est juste que cette version-là, elle est un peu trop puissante pour la terre, on va dire, et c'est compliqué à gérer. On sait que dans la terre, parfois, on cherche à calmer un peu les chevaux pour que ça passe au sol. Là, le moteur, il craque vraiment, vraiment bien. Et puis voilà, KTM fait un travail de malade, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les mecs qui bossent sur le CDI ou autres. On a des tests, on a pas mal de choses. La boîte de vitesse, elle est modifiée aussi. Donc voilà. Honnêtement, la moto elle fonctionne très très bien et j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est clair que c'est KTM Red Bull, quoi. C'est pas Tartampion. On avait dit qu'il nous demande si tu prépares ta saison en Belgique aussi, genre Lommel et tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de pilotes du championnat de France des sables aller en Belgique, mais peut-être que je me trompe. Écoute, la Belgique, j'y vais si j'ai l'occasion, sinon j'y vais pas. On a tout ce qu'il faut pour rouler en France, on n'a pas spécialement besoin. Tu vois, il y a Loun Plage, bon alors c'est pas à côté de chez moi, mais il y a Loun Plage, la piste elle doit faire 5 ou 6 km, donc c'est top parce que tu peux faire des longues manches, tu la vois pas passer la manche. Sauf en fin de journée à Lund c'est horrible mais non sinon voilà. Et puis dans le sud-ouest écoute, il y a Bud Racing, il y a le terrain Magès qui a 3 terrains différents, tu lis les 3, ça te fait un tour en 12-13 minutes je crois, donc pour faire des longues manches c'est top. Ouais, plutôt 25 pour nous. ouais mais non mais voilà, écoute, aller en Belgique, il n'y a pas spécialement besoin. Il fait beau en France. Et puis de toute façon, quand on voit les Belges arriver en France, c'est que là-haut il pleut et que les terrains sont fermés. Donc on n'a pas trop d'intérêt à y aller. En fait. On a Edgar Perrin qui nous dit qu'Hossegor c'est la frontière belge de toute façon. Eh ben ouais, Edgar Perrin, entraîne-toi sur Fortnite là parce que dans pas longtemps j'ai truiné je crois. Moi j'avais une question par rapport aux pilotes de Grand Prix. Ça te fait quoi toi de voir des pilotes de Grand Prix venir dans le championnat de France des sables? Tu en penses quoi? J'en pense que c'est une bonne chose. Il y a de ça 2-3 ans, j'ai été un peu critiqué quand je disais que c'était cool de se battre contre des pilotes de Grand Prix parce que un mec comme Ramon, c'était soi-disant un mec à la retraite qui a été champion du monde il y a des années, mais en attendant, c'est quand même des mecs qui ont été champions du monde. Et puis maintenant, on se rend compte que des Chapelières ou d'autres pilotes se battent avec des Van Rebeek dans le sable. Alors c'est clair que ça fait bizarre, moi le premier, hein. Mais ça montre aussi qu'il y a un bon niveau dans le championnat de France.
des sables et ça valorise, donc c'est plutôt cool. Je l'ai toujours dit, alors c'est bien de gagner, hein, mais je l'ai toujours dit, quand tu fais 2-3 avec des mecs qui ont été champions, c'est quand même plus cool que quand tu fais premier avec 6 minutes d'avance, que derrière il n'y a personne et que ouais, bah, tu as gagné, mais bon, je préfère me battre contre des mecs plutôt que gagner sans vraiment avoir quelqu'un en face de moi. Donc non, écoute, c'est plutôt valorisant pour le championnat, c'est valorisant pour les pilotes, ça montre qu'il y a du niveau quand même en France dans le sable et puis voilà quoi. Et justement, est-ce qu'il y a de la relève Est-ce qu'il y a de la relève dans le sable quand on voit des jeunes comme les frères Millot, on a Andy Bettis aussi, tu vois, qui font des résultats pas trop mal au Touquet cette année. Qu'est-ce que tu en penses de l'avenir du championnat de France des sables? J'en pense que ça peut vite monter la tête et qu'il faut quand même beaucoup travailler. Si tu veux, on voit des mecs qui font 7, 8, 9, bah écoute, c'est cool, mais en soi, c'est un joli résultat. Je regarde sur le papier, 7, 8, 9 au Touquet, c'est cool, mais c'est à combien de temps du groupe de tête? Tu vois ce que je veux dire? C'est que nous, on leur a déjà mis un tour. Un tour, c'est 15 minutes minimum, si on leur met qu'un tour. Donc si tu veux, je pense qu'il y a une génération qui arrive qui peut mettre du gaz, qui a déjà fait des choses dans la terre que j'ai jamais fait. Mais par contre, dans le sable, je sais comment je travaille et je sais comment les autres travaillent et je pense qu'ils ne se rendent pas compte du travail qu'il faut fournir pour rouler devant dans le sable. Et malheureusement, je pense qu'avec les réseaux sociaux, les followers et tout, et bien, parfois ça monte un peu à la tête. Et du coup, faut pas oublier que pour entrer dans les teams officiels, il faut d'abord faire ses preuves avant d'espérer quoi que ce soit. Et je pense que c'est le plus important, en fait, c'est que faut se rappeler quand même qu'à côté du social media, il y a aussi le noyau dur, c'est-à-dire les résultats. Et après, il y a l'image, quoi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de fournir les deux. Et donc voilà. Donc après, ouais, il y a des mecs qui mettent du gaz, mais je peux te dire vraiment qu'avant qu'ils rentrent dans le top 5 et qu'ils espèrent gagner quoi que ce soit, ils vont devoir charbonner dur, quoi. Vraiment. L'année dernière, il y avait une petite histoire par rapport au MX des Nations, pardon, qui se passait à Assen, tu sais, il y avait eu la blessure, et pas mal de personnes disaient qu'il faudrait envoyer des pilotes du championnat de France des sables. Et ça me fait plaisir de t'avoir en face parce que justement, toi, tu en penses quoi? Toi qui fais partie des devants du championnat de France des sables, est-ce que tu penses que le pilote du championnat de France des sables peut performer sur une épreuve comme Assen, qui a un format qui est quand même assez différent du Touquet? Écoute, j'aurais été tellement heureux de faire les nations en tant que pilote, mais alors pour rien au monde, j'aurais dit oui. Pour rien au monde, j'aurais dit oui parce que c'est prendre trop de risques. C'est pas mon job. Moi, il y a des mecs qui font des grands prix, c'est leur travail, c'est pas le mien. Moi, je suis pilote de sable et je veux gagner le Touquet. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a un moment, ouais, écoute, Nathan, il a fait 2 top 10, tu vois, Nation. C'est joli pour un pilote d'enduro, ex-pilote de mondial, etc. Mais jamais j'aurai le niveau de Nathan dans la terre parce que ça a été un ancien pilote de Grand Prix qui a mis du gaz, parce qu'il a été vice-champion du monde en enduro, etc. Et puis voilà, moi, quand on m'en a un peu parlé, mais genre j'ai été le premier surpris, je dis non mais t'imagines, n'empêche, genre ok c'est cool, mais genre tu vas faire les nations peut-être, ça se trouve, genre c'est la folie quoi. Mais j'aurais jamais dit oui parce que déjà je me serais fait allumer et puis c'est qui tout double, tu fais un bon résultat, c'est la folie, tu fais foirer la France, non mais laisse tomber, c'est même pas la peine. Et je pense qu'il y a assez de bons pilotes français pour faire ce travail-là. Moi, c'est pas le mien. Maintenant, je sais plus quand est-ce que c'était. Il y a eu une course à Lune Plage où il y a Airlinks qui est venu. C'était avant les Nations, je crois. Si je me trompe pas, c'était avant les Nations. C'était pour préparer les Nations. Ça, ouais. Ouais. Et en gros, Airlinks, je sais plus au chrono, je fais le deuxième temps derrière lui à 3 secondes, quelque chose comme ça, 3 ou 4 secondes. Et il y a un Allemand qui était là aussi, qui a fait les nations pour l'Allemagne. Et genre aux nations, je crois qu'il a fait une manche 8, un truc comme ça. Donc tu vois, moi j'ai fini devant lui tout le week-end dans le sable. Donc sûrement que le résultat n'aurait pas été dégueulasse. Maintenant c'est les nations, mais c'est pas mon travail. Il y a assez de bons pilotes français pour que la fédération trouve un moyen d'envoyer des pilotes là-bas qui doivent faire le job, je pense.
Bon, tu l'as mentionné, Jeffrey Herlings, on a son nom qui apparaît pas mal de fois en commentaire. Est-ce que tu aimerais le voir au Touquet? Non, pas du tout. Enfin, honnêtement, il est venu à la Knockout, à la Red Bull Knockout il y a de ça 2 ans. Non, il y a peut-être un peu plus. Ouais, non, il y a un peu plus parce que je roulais encore pour Yamaha. Alors, je me rappelle leur truc de dingue. La moto, la gamme a marché grave. Et premièrement, je qualifie. Je fais 2 derrière lui. Et en gros, en fait, tout le début de manche, je savais que j'étais plus rapide que lui sur la plage, donc je le passais sur la plage. Il me repassait sur la partie technique, et donc il devait me mettre un petit peu, tu vois. Et à chaque fois, je remontais sur lui sur la plage et je le repassais. Mais l'histoire, la manche qualif, c'était 1 heure. L'histoire, ça a duré au moins 25 minutes, 30 minutes. Et l'autre, il pétait les plombs. Et genre, mais moi, j'étais sur un nuage parce que c'est l'année où j'ai vraiment mis du gaz dans le sable. Enfin, c'est l'année, on va dire, où j'ai fait mes meilleurs résultats. Et genre, c'était un truc de ouf, quoi. Je me rappelle, mon père, il avait pris le panneau en photo. Genre, il avait écrit Chapelière, Erling en dessous. Genre, c'était incroyable. Mais bon, dès qu'il y a eu des trous, il nous a tous démontés et il nous a mis un tour. Et Erling, demain, il vient dans le sable au Touquet, mais il nous ruine. Il nous ruine. C'est triste à dire parce qu'on est spécialisé là-dedans, mais Erling, c'est le meilleur pilote dans le sable au monde. Donc, il y a un moment, il faut dire ce qui est. Demain, il vient dans le sable. Bah, on va rester avec lui 2 tours. Puis dès qu'il va y avoir un petit peu de trou, bah, on remet nous des glaçons. Tu l'expliques comment? Tu l'expliques comment ça, hein? Parce que souvent, avec David Vuillemin, tu sais, dans ce live, on le chauffe un petit peu. On lui dit, ouais, le talent et tout ça. Il y a des gars qui sont nés avec, donc lui, il croit pas du tout. Ça l'énerve. Tu en penses quoi? Comment ça se fait que Erlings soit aussi fort dans le sable? Est-ce que il y a un petit peu de talent? Est-ce que c'est beaucoup de travail depuis qu'il a 3 ans? Je pense qu'il travaille. Il a commencé à travailler plus tôt que nous. Il l'a compris plus tôt que nous. Et après, les Hollandais et tout ça, ils sont nés dans le sable. Donc on le sait qu'ils mettent du gaz. Mais si tu veux, c'est un acharné. Et ce mec-là, il y a un moment, KT, il voulait pas qu'il roule tous les jours. Il a été s'acheter une moto dans le dos de KT pour pouvoir rouler, tu vois. Donc il y a un moment, le mec, il fait sûrement des choses qu'on fait pas, hein, parce que sinon, je pense qu'on y arriverait tous. Il y a un petit peu de facilité je pense qu'il a un petit peu de facilité dans le sable, et que par-dessus tout ça, bah, il fait des heures, des heures, des heures. Il est plus fin, il est plus technicien que nous. Il met plus de jambes, il force plus à certains endroits, il force moins à d'autres, et voilà, c'est juste que bah, il y a des mecs qui sont bons dans certaines choses, d'autres non, et lui, bah, c'est juste le meilleur au monde, quoi. Ouais, et puis je pense que ses adversaires de GP ont exactement le même problème sur la Terre avec lui, donc c'est un des meilleurs pilotes au monde, toutes textures confondues quasiment. Donc, Ouais, c'est ça en plus, c'est qu'il est bon partout, quoi. Alors, je sais pas si on le verra un jour en enduro dans de l'herbe, mais forcément. écoute, pour le moment, de ce qu'on voit, que ce soit dans la terre, que ce soit dans le sable ou quoi, bah, il met du gaz et puis il gagne, et puis il est devant, et puis voilà, de toute façon, c'est Erlings. Comment ça se passe financièrement pour les pilotes de sable? Est-ce que le Touquet suffit à avoir des primes qui sont insuffisantes? Est-ce que c'est le championnat de France? Est-ce que c'est les partenaires? Comment ça se passe en fait pour les 5 premiers pilotes financièrement? En gros, l'apport financier de l'année, puisque je dis ça parce que la saison, quand tu fais que du sable, est très réduite. Donc comment ça se passe pour vous? Mais écoute, je pense que dans le sable, on est le championnat où il y a le plus de pilotes professionnels, mais alors après, des vrais pilotes qui gagnent de l'argent, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. C'est un peu, c'est un peu bizarre comme championnat. Mais non, écoute, déjà, il faut savoir que si tu gagnes toutes les courses, tu gagnes très bien ta vie, si tu négocies bien tes contrats, mais je pense aussi au-delà de ça, c'est que c'est à toi en tant que pilote de bien négocier tes contrats, de faire en sorte bah, d'avoir de quoi négocier, c'est-à-dire bah, avoir une bonne image, avoir du résultat et compagnie. Et après voilà, c'est à toi de mettre du gaz aussi, hein. Tu as des primes de signature, tu as des primes de résultats, et là, bah, si tu gagnes le Touquet, bah, c'est jackpot. En gros, ça se passe comme ça. La plupart des contrats, je pense à ça, vu que la saison est courte, si on se blesse juste avant cette saison, le contrat s'annule. Comment ça se passe par exemple pour toi? Est-ce que tu as une clause qui implique des résultats obligatoirement, ou tu as un contrat à l'année qui est classique et tu es payé quoi qu'il arrive?
Tu sais quoi, honnêtement, je sais même pas. Je sais même pas comment ça se passe. J'ai pas regardé ça. Maintenant, je crois qu'il y a une histoire de pourcentage. Tu dois faire tant de courses si tu veux toucher ton argent, etc. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Mais je t'avoue que je touche du bois, mais j'évite de penser aux blessures. Je me pose pas la question des blessures en vrai. Il y a Marc qui me demande si je me renseigne pour l'année prochaine, mais non, c'est pas. Bah si, tu fais bien, Blaise. Tu fais bien Moi, d'éviter je que des gens qui font du sol. Honnêtement, je pense qu'on t'y verra un jour quand même, au Touquet. À force, C'est obligatoire. Attends, il va m'envoyer à l'extrême, parce que toi, t'as vu l'enduro un peu plus classique, chez Camille, mais aller sur une extrême quand t'es un ligueur comme moi, je peux te dire que je vais galérer. Je vais la pousser, la bêta, un paquet de fois. Et du coup, si je fais la l'extrême, Blaise, au Touquet. Mais je vais l'accompagner quand même. Hein. On a déjà Arnaud Demester qui nous a réchauffé la caravane à Dioui et tout. Hein. On lui paye son engagement s'il veut, comme ça. Ouais, c'est pas une histoire d'engagement, hein, c'est une histoire de volonté. Non, mais ils sont engagés, t'auras plus le choix sur tout ça. En fait. C'est ça. Oui, c'est sûr. Il pourra plus s'échapper. Et en parlant de s'échapper, on peut pas échapper une question là parce que Rachid il a posé 10 fois. Et du coup, Rachid il veut savoir si tu vas rouler un rallye. Putain, en plus je vais l'écorcher sa question, excusez-moi. Ah oui, si tu vas rouler un rallye chez Bain Moto. Écoute, c'est le patron de chez Bain qui m'a branché, qui m'a filé une moto qui m'a mis son expérience, on va dire, qui m'offre son expérience parce qu'il a déjà fait pas mal de rallyes, etc. Et donc pour le moment, c'est une moto que je peux avoir. Donc voilà, je prends le guidon. Et puis voilà, c'est un mec qui est passionné. On travaille tous dans le même sens. C'est pour que je récupère un guidon d'usine. Il attend rien de moi, il veut se faire plaisir, il veut me faire plaisir, donc voilà, travailler, on va dire, faire ses premiers rallyes sans pression et en ayant quelqu'un qui travaille pour t'aider, c'est quelque chose qui est vraiment top, donc voilà. Bon, c'est d'accord. Cool. On a beaucoup de questions qui tombent. Donc voilà, ça y est, on a chauffé tout le monde. Tout le monde veut faire l'assistance, Blaise. Donc tu seras pas tout seul. Okay. Il y a tout le monde sur le live là, c'est bon. Du coup, même le dimanche soir, tu te perdras pas comme Camille. Il y aura du monde pour toi. Me suis pas. Le Dakar, Camille, on a pas mal de questions là-dessus aussi. C'est quelque chose que tu envisages? Ouais, forcément. Alors après, dans les plans, c'était pas, on va dire, cette année, c'était pas forcément la direction dans laquelle on voulait se diriger, parce qu'il y a aussi l'Africa Eco Race qui est une belle course, qui est en parallèle du Dakar et qui part de France et qui finit au même endroit que là où il y avait le Dakar avant. Donc c'est une course qui est plutôt cool. Ça prend de plus en plus de l'ampleur et c'était peut-être une course que je voulais faire cette année. Maintenant, les choix, je pense qu'ils vont être un peu modifiés avec ce qui se passe en ce moment et on va sûrement prendre une autre direction pour on va dire, pour prendre un peu d'avance, découvrir la course peut-être plus tôt que prévu et du coup, je pense que j'y serai bientôt. J'avais une autre question moi sur le Touquet. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé un peu avec Vial, on entend des échos sans y être jamais allé. Est-ce qu'il y a pas mal d'histoires de magouilles, de trucs comme ça? Je vais pas me faire des amis, moi. Non, mais après, non, dis pas, ne te mets pas en porte-à-faux, mais dis-nous si, tu vois. Pas en porte-à-faux, mais voilà, Fred le premier, il a été touché avec son gamin. Et je peux comprendre que c'est des choses. Quand t'es compétiteur, quand t'es pilote, t'as pas envie d'avoir ce genre de truc parce que il y en a pour beaucoup, le sable c'est énorme, mais en fait c'est quoi le sable? C'est le championnat de France des sables, quoi. Il y a un moment, faut redescendre et il y a voilà, le championnat de France des sables. Oui, bah écoute, il y a toujours eu de la gruge, il y en aura toujours. Je suis passé par toutes les phases. Je suis passé par le newcomer. Je suis rentré dans un grand club du Nord où il y avait tous les mecs qui gagnaient. Et voilà, je sais très bien comment ça se passait là-bas. J'ai roulé pour Yam, j'ai roulé pour KT. J'en ai vu de toutes les couleurs et je pourrais en raconter. Il y a plein de trucs qui sont bizarres, des résultats que tu peux pas avoir. C'est que des trucs comme ça et je sais pas, il y a des trucs, c'est bizarre et ça paraît gros, mais c'est bizarre. Et malheureusement, je pense que ça sera toujours comme ça parce que le Touquet, c'est 100% Nord. Si c'est pas
la bonne couleur qui gagne, ça dérange. Si c'est pas, ça vient pas du bon endroit, ça dérange. Et voilà, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, bah voilà, Nathan, il a été bon, il a gagné on n'a rien pu dire malgré ce qui s'est passé il y a 2 ans. Maintenant, voilà, il y a toujours de la magouille. Et moi, c'est aussi un peu pour ça que je m'éloigne du sable parce que honnêtement, ça me gonfle parce que bah, tu te casses pas le cul pendant 6 mois pour qu'on te tape un stop and go à 1h30. Tu sais même pas pourquoi. Tu te casses pas le cul 6 mois pour plein de conneries et si tu veux, c'est quelque chose qui malheureusement je peux pas cracher sur le sable parce que c'est ce qui a fait c'est ce qui m'a construit entre guillemets et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, mais à contrario c'est aussi ce qui fait que je pars un peu du sable et que je veux me diriger vers d'autres horizons, quoi. D'accord. Ouais, ce stop and go, tu l'as toujours en travers ou cette année, quand tu étais derrière la ligne de départ, tu n'y pensais plus en fait. Est-ce que comment tu le vis ce fameux stop and go de 2019? Bah écoute, j'en ai chié quand même. J'en ai chié parce que voilà, parce que c'est pas un truc, clairement, c'est pas mérité. Alors je vais pas m'étaler dessus, mais comme je te dis, je sais le travail que je fournis et honnêtement, qu'on fasse ça à quelqu'un que ça soit moi ou un autre, hein, honnêtement, on aurait fait ça à quelqu'un d'autre. Moi, le premier, j'aurais dit non, mais honnêtement, c'est pas clean. Et t'as pas le droit de faire ça à quelqu'un qui se casse le cul, qui prend des risques, qui mène la plus grosse course de moto au monde. C'est pas des choses que t'as le droit, surtout quand c'est pour sortir des aberrations après en disant que on a peut-être fait une erreur, on va lui recréditer 5 minutes et tout. Mais les gars, vous êtes des malades. C'est pas quelque chose qui se fait. Faites espérer à quelqu'un qui peut gagner au loto, puis au dernier moment, tu lui boules son ticket. Tiens, vas-y. C'est exactement pareil. Ils savent pas ce que ça peut faire pour un pilote dans sa carrière. Alors, certes, c'est pas un titre de champion du monde, mais moi, je sais où ça peut m'amener. Je sais, puis même l'accomplissement personnel, quoi. Donc, par contre, par la suite, ça a été une force. Et tu vois, j'ai vraiment travaillé dur. C'est pour ça que j'ai commencé plus tôt l'année dernière, que ce soit sur le physique ou sur la moto. J'ai vraiment travaillé dur pour être le meilleur possible, pour donner le meilleur de moi-même et pour faire les meilleurs résultats possibles. Et je pense que c'est aussi pour ça que on pourrait croire que mes résultats sont moins bons que les bonnes années que j'ai eues. Mais par contre, je pense que j'ai jamais été aussi rapide et bon physiquement parce que le niveau a vraiment évolué avec les pilotes de Grand Prix et de ceux avec qui je me battais à l'époque, je suis le seul qui reste avec Milko, Van Roobeek, Watson et donc voilà. Écoute, mon année de cette année a été positive dans le sens où j'ai été très régulier et que voilà, j'ai toujours flirté avec les bons. Malheureusement, ça a manqué un peu de réussite parce que j'ai pas fait suffisamment de podiums à mon goût et pas assez de victoires. Je pense que j'ai raté des opportunités, mais bon, je vais pas me plaindre non plus. Dans le sens où, écoute, cette année, je fais 3 du championnat de France, je suis 2e pilote français au Touquet, je suis derrière un mec qui a gagné 2 fois le Touquet, un mec qui a été champion du monde de motocross, puis un autre qui a été vice-champion du monde d'enduro. Donc, tu vois, sur le papier, c'est pas si dégueu que ça, quand même. Pour toi, c'est plus important un titre de champion de France des sables ou la victoire au Touquet? Clairement, la victoire au Touquet. Faut savoir que la plupart des marques elles te filent un coup de main parce qu'il y a le Touquet. Demain le Touquet s'enlève du sable, je suis plus sûr que les contrats et les chiffres soient les mêmes. Et puis champion de France des sables, j'ai déjà été 2 fois. Je sais ce que c'est. Maintenant, tu gagnes le Touquet, c'est plus du tout la même, quoi. Ouais, du coup, les sponsors sont là grâce au Touquet, en fait. Ouais. Oui, parce que faut savoir qu'à partir du moment où il y a la télévision et que c'est retransmis, là c'est plus les mêmes les chiffres. Donc voilà, nous on a la chance d'avoir des promoteurs qui se bougent et qui font en sorte qu'on passe à la télé. Donc voilà, il y a Berck qui est en direct tous les ans, il y a le Touquet. Le Touquet, c'est quand même 3 heures de direct. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de courses où tu peux être 3 heures à la télé, tu vois. C'est quand même, pour les partenaires, c'est quand même super important d'avoir des pilotes qui parlent de... Et tu sais, on a beau dire... j'ai déjà vu des commentaires qui disent « Ouais, c'est bien beau de partir devant, mais par contre, après, ça ne suit pas, etc. »
En attendant, ça fait parler. Chapelière, ça fait 12 all shots qu'il fait. Ça fait 2 saisons qu'il a pas raté un all shot, peut-être un parce que je suis parti 2. Et les marques voient très bien que devant, c'est du KTM, c'est du Red Bull, c'est du Alpinestar, c'est ci, c'est ça, c'est les sponsors. Et puis quand tu es vu à la télé pour le Touquet, sur l'équipe, je crois que c'est sur l'équipe, le Touquet, c'est genre le deuxième plus gros sport retransmis à la télé. Enfin, en gros, en audience. Ouais, voilà, en audience, c'est le deuxième plus gros événement, tu vois, sur l'équipe. Donc c'est quand même que ça brasse du monde. Et en parlant de partenaires, est-ce que toi tu prêtes une attention particulière à la gestion de tes réseaux sociaux, à l'image que tu renvoies sur tes réseaux sociaux? Parce qu'on sait que tu as beaucoup d'abonnés, du coup tu le travailles ça ou ça vient naturellement? Honnêtement, j'essaye d'être le plus moi-même possible. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis pas un mec qui se prend la tête. Je fais toujours en sorte de travailler pour arriver là où je veux aller. Et je pense que d'être franc et honnête avec les gens, c'est ce qui marche le mieux. Donc à vrai dire, je porte une attention parce que je veux avoir un social media clean et carré. Maintenant, c'est pas quelque chose que je travaille forcément parce que je le fais naturellement et que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et c'est aussi, s'il y en a qui le comprennent pas, c'est dommage. Mais maintenant, Instagram, c'est devenu un business. Je gagne de l'argent aussi un peu avec ça. Et voilà, les réseaux sociaux, ça fait partie. Je pense que maintenant, ça fait partie du travail de sportifs, très clairement. Et avec Red Bull, on a des meetings, etc. Et ils nous apprennent à faire les choses correctement aussi. Et c'est ce qui est top, quoi. J'allais te le demander, justement. T'as un nombre de publications, par exemple, imposé, une trame, une charte, quelque chose? Non, mais ils nous donnent des petits conseils, tu vois, sur comment poster telle photo, pourquoi, le format, les vidéos, aussi, ça. Et en gros, voilà, il y a des mecs qui bossent chez Red Bull pour savoir ce qui marche pas. Et c'est ce qui fait leur force aussi aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les voit partout. C'est pour ça que leur com, elle est carrée, qu'il n'y a pas de bavure et que Red Bull, quand tu rentres chez eux en tant que sportif, c'est top, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on le voit sur le live ce soir. Il y a beaucoup de gens qui t'apprécient et je pense que ça vient aussi de cette proximité que tu as sur les réseaux sociaux parce que, comme tu disais, avec Instagram, au final, on a l'impression de te connaître sans jamais t'avoir vu. Ouais, c'est vrai. Et je m'en rends de plus en plus compte depuis qu'on fait des lives, en fait, parce que je t'avoue que il y a des trucs, j'ai un peu du mal, tu vois. C'est vrai qu'à me filmer tout seul en me faisant un live et dire, ok, je vais répondre à vos questions. Honnêtement, c'est chiant. Par contre, discuter avec des gens comme on le fait là et échanger et parler de sujets, je trouve ça cool. Donc, tu vois, c'est vraiment c'est un détail, hein, mais faire un live pour se filmer tout seul et puis, je sais pas, je trouve que c'est comme se regarder dans un miroir et puis se draguer, tu vois. Genre, je trouve ça trop laid. Il y a un moment, arrête de te kiffer. C'est juste, voilà, faut que ça soit constructif, faut que ça soit fun, que les gens ils aiment, ils apprécient, et voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là, et du coup les réseaux sociaux c'est important pour créer une proximité, je pense, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est cool pour les gens qui connaissent pas spécialement la moto et les sportifs de haut niveau, quoi, parce que ils voient un peu l'envers du décor, ça leur permet de voir comment ça se passe, et puis tu sais, les sponsors ils le voient aussi, hein, ils y sont. Si le mec il passe plus de temps à mettre des photos sur la plage qu'il est sur sa moto, sur son vélo de route, t'inquiète pas qu'il le verra, quoi. Donc voilà, je pense vraiment que ça peut être. Les réseaux sociaux, c'est tout rien. C'est soit ça va être une arme et tu t'en sers correctement et tu t'en sors. Par contre, si tu commences à poster les 3 magnums de vodka que t'as bu le week-end dernier, c'est sûr que ça va pas le faire. L'épreuve de Magesque qui a été annulée, ça t'inspire quoi? Est-ce que tu aurais aimé déjà rouler, toi, cette année à Magesque, dans les conditions que vous avez vécues? Écoute, Magesque, j'y ai passé beaucoup de temps cette année. Il n'y a pas grand monde qui aime ce terrain parce que c'est pas du sable ultra mou, il y a des plaques un peu dures et compagnie, mais c'est un terrain qui est ultra technique. Tu sais rouler à Magesque, tu sais rouler partout. Que ça soit niveau technique ou physique, je peux te dire que quand tu envoies les manches là-bas, ça te forme. Maintenant cette année, je pense que ça aurait été très compliqué de rouler, mais ça aurait roulé. On fait du motocross, on fait du sable. Il y a un moment, faut arrêter de
de surlupiner. Et le truc, c'est que il y a certaines marques qui, je pense, qui ont un peu peur de la fiabilité de leur moto, donc ça les arrangeait bien qu'on roule pas. Je pense qu'il y a des gens qui connaissaient pas la piste ou qui avaient jamais roulé, des bons pilotes qui espèrent prendre certaines places, donc forcément ça les arrangeait pas de rouler. Donc voilà, si tu veux, on retombe un peu dans l'histoire des magouilles, des ci, des ça, des arrangements, et c'est lourd. Honnêtement, c'est lourd parce que tout le monde avait travaillé comme il fallait pour que ça roule. La piste, ça aurait été le chantier pendant 3 heures, mais ça aurait roulé. Et malheureusement, ça allait pas dans le sens de tout le monde. Et encore une fois, les décisions ont été prises à l'arrache. Et puis, il y a des gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir rouler. Et puis, ils n'ont pas été... Ça a coûté énormément d'argent pour tout le monde. Tout le monde le savait qu'il pleuvait depuis des semaines. Tout le monde le savait que ça allait être compliqué. Personne n'a rien dit. Tout le monde est venu pour qu'au final, on leur annonce que ça roule pas. Je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça correct pour Stéphane Dassé qui a fait un travail de dingue sur la piste avec toute son équipe. Et voilà, c'est pas pour moi, ça aurait dû rouler. Pour KTM, ça aurait dû rouler parce qu'on savait très bien qu'on allait en chier, les motos auraient tenu, ça c'était pas un problème. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ça parce que ça plaisait pas tout le monde, quoi. Donc voilà. On avait une question. Bon, c'est que partie remise pour l'année prochaine, on va dire. Oui, voilà. On avait une question niveau all shot, toi qui part souvent en tête. On a Prado et Keroli et même Erling qui partent souvent en tête. Est-ce que tu penses que c'est le point fort de la KTM ou des KTM ou des KTM? La moto elle partait toute seule. On avait dit que Tom Vial n'avait aucun mérite et que c'est la moto qui partait toute seule. Non, écoute, je pense que la moto elle marche très très bien. Je pense que on fait les réglages qu'il faut pour qu'elle parte devant. Maintenant, dans le sable, les plages, les départs sont quand même très longs. Tu vois, c'est pas un départ de cross où faut être vraiment parfait au départ. Moi, ça m'est arrivé de sortir un peu mal de la grille et par contre, par la suite, repasser devant et prendre la tête. Je pense qu'il y a aussi une question de rapport poids-puissance. Tu vois, un mec comme Nathan, il a un poil plus lourd que moi et du coup, je pense que ça joue quand même. Après, non, il y a aussi la façon de partir. Moi, je sais que il y a vraiment 2-3 petits détails que j'ai changés par rapport à avant et qui font la différence depuis 2 ans et que voilà, c'est pour ça que je pars devant aussi. D'accord. Ouais, Après, il faut savoir mettre à bloc sur la plage. Il faut savoir. Je dis pas que c'est juste le départ. Il faut aussi savoir mettre à bloc sur la plage. Il faut savoir lire une plage. Il faut savoir passer là où c'est dur, passer là où c'est le plus plat possible. Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. C'est pas seulement. C'est pas un départ de cross, vraiment, c'est pas. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte sur un départ de plage et puis c'est pareil, mettre à bloc, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'ose pas le faire, donc voilà. D'accord. Bon, Nico, on arrive bientôt à l'heure de live. Une petite question du jour, peut-être. Allez, la question du jour, Camille, avant qu'on te libère. Parce que tu vas enchaîner les lives, je pense, pendant le confinement encore. Donc il va falloir que tu te formes un petit peu devant ton miroir aussi pour faire des lives tout seul. Ouais, des selfies et tout, tu peux y aller là. Et du coup, la question du jour, elle est présentée par CBO Group, concessionnaire à Toulouse et Agen et 8 Racing, 8-racing.com. Le site est à maintenance, il devrait pas tarder à ouvrir, on me dit à l'oreillette. Donc voilà, si vous voulez des kits déco pour la reprise, allez-y à fond, parce que surtout toi Blaise, parce que tu vas manger cet hiver dans le sable. Donc la question du jour, elle est pour toi Camille, justement en parlant de sable, bizarrement. À quel moment doit-on s'entraîner le plus dur dans la prépa pour le Touquet? Je parle bien du Touquet. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure que tu avais attaqué en juillet l'année dernière. Cette année, c'est pas trop quand est-ce que tu vas attaquer, mais ce que je voudrais savoir, moi, c'est à quel moment c'est vraiment le plus intensif pour toi. La semaine d'un type de préparation, à quel moment elle est le plus dur? Écoute, ça, on l'établit avec mon préparateur. En général, le gros du physique, ça se fait avant la saison. Tu vas pas partir en pleine saison, on va dire. Si tu dois faire tes journées de roulage, etc., tu peux pas faire 4 heures de vélo, de partir à la salle après et aller rouler le lendemain. Sinon, tu vas rouler assis, tu vas prendre tous les trous assis et ça peut être dangereux. Donc vraiment, la grosse partie du physique, je la fais avant la saison. Après, on peaufine avec du fractionné, ci et ça. Et en gros, c'est aussi le rôle d'un préparateur physique parce que, bon, écoute, je m'y connais en physique, mais c'est pas
je m'y connais en préparation, mais je sais que voilà, mon préparateur a toujours fait en sorte que je sois prêt le jour J. Donc ça, c'est pour la prépa. Et après, la moto, c'est plus tu roules, plus tu es à l'aise, plus tu prends d'automatisme. Et du coup, je pense pas qu'il y ait vraiment de moments dans la saison où tu vas vraiment genre faire, je sais pas, une semaine complète de moto, tu vois. Je pense vraiment qu'il faut garder un rythme. Et par contre, la semaine avant la course, vraiment essayer juste d'ajuster et de récupérer le plus possible avant une course pour pouvoir être au point, parce que si tu arrives cramé, les 3 heures elles sont vraiment longues. Ça, c'est sûr. Pour toi, les semaines les plus dures, du coup, c'est vraiment les semaines de physique pure, c'est-à-dire les semaines que tu passes sur le vélo, footing, muscu, etc. Ou c'est plutôt les semaines de moto qui sont difficiles, éprouvantes? Ou les deux peuvent l'être, hein. Mais... non, les deux le sont, mais pas au même moment en fait. Moi, je me rappelle l'été dernier, là, il y a un mois, j'ai fait des heures, mais enfin, vraiment, j'avais vraiment envoyé. Je sais plus, je devais être à plus de 5 heures de sport par jour. Alors en soi, c'est quand même costaud, parce que j'ai fait mes premiers cols l'année dernière, c'est-à-dire que j'avais déjà fait du plus de 100 km en vélo de route, si tu veux, mais quand tu commences à faire ça en montagne, là c'est plus la même. Et je me suis passé par des périodes où sur le vélo de route, je chopais mais genre peut-être 3-4 fringales dans la sortie, et c'est là où tu repousses tes limites, c'est là où tu comprends que ton corps il est capable de faire des trucs de dingue, parce que si tu le vis pas, en fait, tu peux pas le savoir. Tu te rends compte que quand tu es dans le dur et que tu chopes une fringale et que après tu repars pour 80 km, tu sais pas, pour 20 bornes, et tu sais pas pourquoi, le corps il repart très bien et qu'au bout de 20 bornes tu retombes dans une fringale, etc. C'est des trucs, je pense, qu'il faut vivre et qui font que tu évolues au niveau du sport. Et donc voilà, là, vraiment, j'ai vraiment eu des grosses semaines de préparation en physique l'année dernière. Et après, on a fait des semaines d'entraînement où on a beaucoup roulé aussi, hein. C'était peut-être du 4-5 fois la semaine, en faisant 2-3 heures de moto minimum par jour, quoi. Donc si tu veux, quand tu es dans le sable, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment du travail pour être devant dans le sable, quoi. Ouais, t'en fais déprimer plus d'un, hein. Nous, on a beaucoup de Toulousains qui vont à Magesque, qui vont vivre l'expérience Magesque l'hiver, et quand ils te voient rouler, enchaîner les manches de peut-être 45 minutes, apparemment, ça fait mal au moral. Ouais. Ouais, mais après voilà, je m'en rends plus spécialement compte, tu vois. Et demain, je fais 45 minutes dans la terre, j'en chie tout autant qu'un mec qui commence dans le sable, parce que j'ai pas les mêmes habitudes, j'ai pas le même feeling, tu utilises pas les mêmes muscles, et voilà, ouais, le sable, c'est une spécialité, et tout comme on en revient à l'enduro, où les mecs ils me tournent autour en enduro parce que je suis pas pilote d'enduro, et ça peut paraître impressionnant, mais c'est juste qu'on est le plus professionnel possible, on est spécialisé et que on aime ce qu'on fait, donc à partir de ce moment-là, après ça déroule. Merci Camille, en tout cas, ça m'a presque donné envie de faire le Touquet, cette histoire. Je plaisante. Je suis sûr que si un jour tu as la chance de faire Graillan, pour moi c'est la plus belle du championnat. Si tu as la chance de faire Graillan, tu vas halluciner, parce que la première fois où j'ai fait Graillan, j'ai cru que j'étais dans un jeu vidéo. C'est un truc de malade. T'es dans les bois, la plage, tu passes entre les blocos, ça bloque, c'est trop joli. Enfin, tu vis des trucs que tu sais que tu vivras pas, hein, à aucun moment de ta vie, et c'est ce qui est super cool, en fait. Vraiment, c'est vraiment une belle discipline, honnêtement. Même l'ambiance, le mood qu'il y a sur les courses, entre participants, le ravitaillement et tout, je pense vraiment que c'est un truc à vivre, et je pense aussi que c'est ce qui fait le charme du sable, et c'est ce qui fait que les gens apprécient de plus en plus ces courses-là. Tu vois, quand tu parles on va le vivre. Allez, Blaise, tu vas le vivre. Quand tu parles de jeux vidéo, de blocos, je suis en train de m'imaginer en train de relever la moto dans le sable, tu sais, rempli de sable partout. J'ai cette image en tête, en fait. Je t'assure que c'est cool. Voilà. On fera des montages vidéo avec le discours de Macron qui dit nous sommes en guerre, et Blaise qui relève à côté des blocos. Enfin, je vois déjà la vidéo, quoi. C'est ça. Bon, merci Camille, merci beaucoup pour ton temps, ça fait vraiment plaisir de reparler sable au mois d'avril, et j'espère que quand on aura une prochaine fois pendant ta préparation pour le Touquet, ou même pour parler rallye avec toi, c'était un super moment, et pour tous les autres, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus les gars. Allez, salut, bonne semaine tout le monde. Salut.